Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vais tenter de vous vulgariser les problèmes du 737 MAX, c'est parti. Bon, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, je vous avoue, j'ai pas tout de suite voulu la faire parce que je me suis rendu compte qu'énormément de personnes en avaient déjà parlé sur internet. Et donc, je l'ai jamais faite. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la faire parce qu'en fait, je vais la faire à ma sauce. Je vais la faire à ma manière parce que j'ai envie de vous vulgariser au maximum ce qu'il s'est passé pour que des personnes qui n'y connaissent absolument rien en aéronautique puissent l'expliquer parce qu'ils auront compris, je l'espère, grâce à cette vidéo. Ok, donc comme je viens de vous le dire, je vais vulgariser au maximum en essayant d'employer les bons termes, mais parfois simplifier, tout simplement pour pas que la vidéo dure non plus 60 minutes et qu'on fasse ça environ en un petit quart d'heure. Dernière petite chose, et on y va, pour cette vidéo, j'utiliserai cette maquette pour vous illustrer un petit peu mes propos. C'est un Airbus A320, on va parler du Boeing 737 MAX, donc forcément c'est pas le même avion, mais on s'y rapproche quand même parce qu'on est sur un modèle à peu près de la même taille. C'est sûr que si j'avais pris un 747 pour parler d'un Embraer, il y aurait eu des petites complications. Donc là, on se contentera d'un Airbus si ça vous va, mais imaginez que c'est un Boeing 737 MAX. Ok, je vais pas vous raconter les crashs, les histoires, etc. autour de ce crash. Moi, je vais vous parler clairement de qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion et surtout, c'est quoi ce MCAS. Donc le MCAS, ça veut dire Maneuvering Characteristic Augmentation System. Tout part le jour où Boeing décide de concurrencer les nouveaux moteurs sur les Airbus A320, notamment sur les Neo. On a rajouté des moteurs plus gros, plus puissants, mais aussi qui consomment moins. Donc forcément, les compagnies se sont tournées vers Airbus pour acheter des nouveaux Airbus, étant donné que c'est des avions qui sont plus rentables. Boeing s'est dit, ok, il faut qu'on sorte un avion qui va concurrencer ça. Et ils ont pondu le 737 MAX. Ils sont donc retrouvés avec un avion avec des moteurs beaucoup plus gros. Le problème, c'est que le Boeing 737 est un avion qui est très près du sol. Si vous regardez cet avion, son dessous de fuselage est vraiment pratiquement collé au sol, tandis qu'un Airbus est beaucoup plus haut. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir agrandir les moteurs de l'avion sans surélever l'avion. Mais on ne peut pas surélever l'avion, donc on a décidé d'avancer un petit peu plus les moteurs. Il faut savoir par exemple que sur l'ancien Boeing 737-200, qui vole encore d'ailleurs pas très loin de chez moi, à Québec, vous avez des moteurs qui sont vraiment sous l'aile. Ils sont vraiment juste ici. Si vous regardez les anciens moteurs, en fait, il y a juste une turbine. Aujourd'hui, le réacteur est plus gros parce que vous avez une turbine à l'intérieur du moteur, mais vous avez aussi un flux d'air qui circule autour de cette turbine. On en parlera peut-être dans une vidéo d'ailleurs. Bref, c'est ce qui fait que les moteurs sont de plus en plus gros. Et donc, on a été obligé d'avancer les moteurs. Si on regarde ici, le moteur est complètement en avant de l'aile. Si on regarde sous l'aile, il n'y a pratiquement rien. Le moteur est devant l'aile. Ce qui fait qu'on monte le moteur sur une nacelle. Ça s'appelle une nacelle. C'est ce qui tient le moteur en fait. Le fait d'avancer ce moteur sur le Boeing 737 MAX, ça a eu des conséquences. Quand on apprend à piloter, on remarque très vite que quand on met de la puissance, donc quand on met du moteur, l'avion a tendance à cabrer, et quand on réduit la puissance, l'avion a tendance à piquer. Ok, cette tendance-là, elle est vraie sur tous les avions. Imaginez maintenant que vous mettez des moteurs pratiquement surpuissants sur un avion, parce qu'il faut savoir quand même que les moteurs d'avion de ligne sont des moteurs surpuissants. C'est très rare que les pilotes décollent par exemple plein gaz. On va décoller à des puissances un peu plus faibles pour économiser du moteur et pour économiser du carburant. Mais si on a besoin de toute la puissance, elle sera là. Par exemple, si on perd un moteur et qu'on fait une remise des gaz, on aura assez de puissance sur un seul moteur pour repartir. Et donc là, je pense que vous voyez venir ce que je vais vous dire. Donc le fait que les moteurs soient vraiment très avancés sur le Boeing 737 MAX fait que dans une certaine configuration de vol, il va y avoir des problèmes. Alors cette configuration, c'est un avion qui sera lent et très cabré. Si les pilotes décident de remettre plein gaz, l'avion aura tendance à partir réellement à cabrer. Voilà, il va vraiment partir très fort vers le haut, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On risque de décrocher. Alors, là, on va prendre 2 minutes pour parler aérodynamique. Okay, ce qui permet de faire voler un avion, c'est deux phénomènes physiques. L'un, c'est l'action-réaction, le même phénomène que vous retrouvez sur une fusée par exemple. Alors celui-ci, on va le mettre de côté parce qu'il ne nous intéresse pas trop pour le moment. Mais on va plus s'intéresser au deuxième phénomène qui est l'effet Venturi. Alors comment ça se passe? Si vous regardez une aile d'avion, comment elle est faite, elle est bombée sur le dessus. Ok, le dessus de l'aile, c'est ce qu'on va appeler l'extrado de l'aile.
Le fait que ce soit bombé, il y a donc un effet Venturi qui va se créer. Je rentre pas trop dans les détails, hein, mais en gros, votre flux d'air qui passe ici va être resserré, va être comprimé entre l'air du dessus, l'aile, et donc ces particules d'air vont accélérer. Et cette accélération va créer ce qu'on appelle une dépression. La dépression va aspirer l'avion vers le haut. C'est ce qu'on va appeler la portance. C'est ce qui va créer à peu près 80% de la portance. Les 20% restants se passent sous l'aile en surpression sur l'intrado. L'intrado, c'est la partie inférieure de l'aile, le dessous de l'aile. Plus vous allez vite, plus la portance va augmenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette vitesse. Cette vitesse, en fait, va nous permettre de voler. C'est ça qui va créer le vent relatif. Le vent relatif, tout simplement, c'est on va dire la même chose qui se passerait quand vous mettez votre main à l'extérieur de votre voiture et que vous sentez l'air taper votre main. Ok, ça, c'est le vent relatif contre votre main. Plus vous allez aller vite sur l'autoroute, plus vous allez ressentir de la force sur votre main. Eh bien, en avion, c'est pareil. En avion, on a besoin de se déplacer, on a besoin d'avoir une vitesse pour se créer justement ce vent relatif-là. Ok, donc vous avez compris que ce vent relatif, c'était la vitesse de l'avion. Donc plus on va vite, plus on a de la portance. Ok, qu'est-ce qui se passe alors si on ralentit? Eh bien, si je suis en vol et que je coupe la puissance, ok, naturellement, l'avion va vouloir déjà commencer à descendre. Mais on va le retenir. Manuellement, je le tiens, ok, je le tiens en manche, hein, on oublie que c'est un Airbus, on est dans un Boeing, donc je le tiens en manche. Je tiens l'avion en manche et plus je ralentis, plus je vais devoir cabrer mon avion pour maintenir mon altitude. Ok, si je ne le cabre pas, en fait, on va descendre. Donc, je vais le cabrer, le cabrer, le cabrer. En augmentant ce cabrage-là, j'augmente ma portance. Tout simplement, en fait, parce qu'on va accentuer l'effet bombé de l'aile. Je vous la fais vraiment simplifier. Mais en gros, on va dire que plus vous cabrez l'avion, plus vous augmentez la portance. Ok, donc, l'avion ralentit et au fur et à mesure qu'il ralentit, je l'accompagne en cabrant pour maintenir mon altitude. Je le maintiens, je le maintiens, je le maintiens, je le maintiens jusqu'à un certain moment où là, vous connaissez la chanson, décrochage, c'est-à-dire qu'on tombe. Alors, il y a plusieurs types de décrochage. Nous, on ne va pas se compliquer la tâche là, on va rester sur les décrochages simples, ceux qu'on apprend à gérer, on va dire, en aéroclub. C'est-à-dire que quand vous faites vos premiers cours de pilotage, on va volontairement décrocher l'avion pour apprendre à sortir d'un décrochage. Et la procédure pour sortir d'un décrochage sur un avion, sur ce type de décrochage là, c'est on va appliquer une action à piquer sur le manche, donc on va faire piquer notre avion et on va mettre plein gaz. Donc on va mettre les moteurs de l'avion à fond, ok, donc les moteurs ou votre hélice, un seul moteur si vous êtes sur un Cessna par exemple, et on va tout simplement chercher à reprendre de la vitesse, donc en fait à recréer un vent relatif sur notre aile et donc à se régénérer de la portance. Une fois qu'on a une certaine vitesse, une fois qu'on a assez de portance, on va faire ce qu'on appelle une ressource, donc on va retirer et on va revenir sur un vol rectiligne, en palier. Ok, il va falloir que je vous parle de l'angle d'attaque. On va aussi le faire très simple. L'angle d'attaque, c'est l'angle formé entre la corde de l'aile, donc on va simplifier, on va parler de l'aile directement, et le vent relatif. C'est-à-dire que ici j'ai le vent relatif, ici j'ai la corde de mon aile, donc mon aile, l'angle c'est ça. Ok, c'est vraiment cet angle-là que vous avez entre l'aile et ma main. Ça, c'est l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, là où il est important, c'est parce qu'il existe un angle d'attaque critique. C'est-à-dire qu'une fois que vous dépassez cette valeur-là, ok, qui est connue sur chaque avion, qui est différente pour chaque avion, parce que ça va dépendre du type d'aile, ça va dépendre de plein de choses. Mais une fois que vous dépassez cet angle d'attaque critique, eh ben, l'avion n'est plus capable de se maintenir en vol. L'avion va décrocher. Ok, donc sur un avion d'aéroclub, eh ben, quand on va approcher de cet angle d'attaque critique, on va entendre une alarme dans l'avion qui va nous dire attention, là tu vas décrocher. Et dans les avions type Airbus par exemple, c'est carrément l'avion qui va reprendre la main sur le pilote et qui va piloter à la place du pilote. C'est-à-dire que dans un Airbus, si l'Airbus s'approche du décrochage, ok, et que le pilote continue quand même de tenir le manche à cabrer, eh bien l'avion va quand même reprendre la main sur le pilote et va piquer vers le bas pour sortir l'avion de cette approche de décrochage en fait, ok. Pour éviter que l'avion décroche, le pilote n'aura plus la main, même s'il continue à vouloir volontairement faire décrocher l'avion, il n'y arrivera pas parce que l'avion décidera de piquer, ok, pour faire en fait une sortie de décrochage un petit peu. Donc retenez ça, l'angle d'attaque critique. Ce fameux Boeing 737 MAX, eh bien, du fait que ses moteurs soient énormément avancés en avant, avait une tendance, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à cabrer, ok, involontairement des pilotes en fait quand ils mettaient plein gaz. Du fait que les moteurs sont en avant et très puissants,
bah voilà, il se passait un effet de tangage vers le haut, ok. Et donc ça nous amène dans un petit problème. Ce qu'il faut savoir que dans l'aviation, hein, vous savez, c'est très normé. Et on va, avant de mettre un avion sur le marché, devoir le certifier. C'est-à-dire qu'il va passer une batterie d'examens, que ce soit pour le type de tissu utilisé pour les sièges, hein, pour qu'ils soient ignifugés, ou plein de choses. C'est en fait, ils vont foutre l'avion dans toutes les conditions de vol possibles pour voir s'il est capable de s'en sortir. Parce qu'en fait, on veut pouvoir passer d'une phase de vol à une autre sans avoir de problème. Ok ? C'est-à-dire, par exemple, de passer d'une phase d'atterrissage à une phase de remise des gaz sans avoir de problème. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que l'avion, quand il était lent et cabré, il avait une fâcheuse tendance à se mettre à cabrer encore plus. Donc là, on n'est pas bon pour la certification. Donc, Boeing a pondu ce MCAS pour faire face à ce problème de cabrage. Et en fait, alors, il y a certaines personnes qui vont pas aimer que je compare ça avec le système d'Airbus, la loi alpha d'Airbus en fait, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Vous savez ce que je viens de vous dire là par rapport au fait que l'Airbus reprenait la main tout seul et se mettait à piquer si on s'approchait du décrochage. Bah en fait, le MCAS c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, je vous explique pourquoi. Ce MCAS, c'est un système qui est situé à l'arrière de l'avion. En fait, donc dans cette partie-là qu'on appelle l'empennage, on va s'intéresser au plan horizontal fixe. Voilà, c'est cette partie-là. C'est la dernière grosse partie de la vidéo, après c'est fini. Donc ce plan horizontal fixe, il peut faire deux choses. Dans un premier temps, je pense que tout le monde le sait, à l'arrière, vraiment sur le bord de fuite de cette aile, ici vraiment à l'arrière, vous avez un aileron. Okay, donc c'est ce qu'on appelle la gouverne de profondeur. C'est celle qui va gérer le tangage de votre avion, qui va faire que vous montiez ou que vous descendiez. Ok ? En fait, quand vous allez tirer sur le manche, cette gouverne ici de profondeur va se cabrer vers le haut. Ok ? Et vous avez augmenté la portance sur le dessous, ce qui fait que le cul de l'avion va être aspiré vers le bas et l'avion va monter. Et inversement, quand vous poussez, il va se passer la même chose à l'inverse. Ok. On y est presque. Il faut que je vous parle du compensateur, c'est obligé et c'est hyper compliqué à expliquer, à vulgariser. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ok. Un avion, comme n'importe quel objet au monde, a un centre de gravité. Ok. Quand vous prenez n'importe quel objet, on prend, j'en sais rien, j'ai une connerie, mais on prend ce téléphone, il a un centre de gravité. Ok. C'est un endroit où je peux le poser sur une pointe, il tiendra en équilibre. Okay, donc si le poids est uniformément réparti sur l'objet, bah, ça va être au croisement des diagonales. Mais maintenant, si le poids est plus fort à l'avant qu'à l'arrière, eh bien le centre de gravité va être déplacé vers l'avant. Vous êtes d'accord avec moi? Okay, parce que si là j'ai 15 000 tonnes à l'avant de l'avion et là j'ai 1 kg à l'arrière de l'avion, bah, le centre de gravité il va être là. Hein. Ok, on est d'accord. Donc un centre de gravité d'un avion il fait que bouger. Il bouge tout le temps. Ok. Alors, il bouge tout le temps, oui et non. Il va évoluer pendant le vol. Okay, il va évoluer parce que, ok, les passagers ne sautent pas de l'avion, ok, les bagages ne sont pas balancés de l'avion en plein vol, mais par contre, le carburant, lui, va être bouffé pendant le vol. Okay, on va consommer du carburant, donc on va s'alléger et notre centre de gravité, ok, notre centrage, ça s'appelle le centrage, va évoluer pendant le vol. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je vous parle de ça surtout? Parce que, avant de comprendre le fonctionnement du MCAS, il faut comprendre le fonctionnement du trim. Admettons dans mon exemple ici que mon 737 MAX est beaucoup plus chargé à l'avant qu'à l'arrière pour un vol. Ce qui fait que naturellement l'avion va avoir tendance à voler comme ça. On est d'accord? Parce que le poids sera sur l'avant. Donc le pilote, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour remettre son avion à l'horizontale? Il va devoir tirer sur le manche pour ramener l'avion à l'horizontale. Jusque là vous me suivez. Alors, dans la vraie vie, un avion vole légèrement cabré. Mais dans mon exemple, on va partir du principe qu'il vole à l'horizontale. Donc le pilote cabre légèrement pour ramener son avion en vol rectiligne, en palier, ok. Mais s'il lâche le manche, l'avion, bah lui, il va retourner, hop, dans sa position naturelle, étant donné qu'il est plus lourd à l'avant. Donc on a inventé un système pour les pilotes, pour pas qu'ils se cassent la tête. Alors encore une fois, dans mon exemple, on enlève le fait qu'il y ait un pilote automatique qui gère ça aussi. Quoique le pilote automatique va se servir du trim aussi, mais on y reviendra après. Donc le pilote, pour éviter qu'il ait tout le temps à tenir son manche à cabrer pour garder un avion horizontalement et donc à la bonne altitude, on va rendre toute cette partie-là, tout le plan horizontal fixe à l'arrière, amovible. C'est-à-dire que on a la gouverne de profondeur, elle qui ne bouge pas, mais on a aussi toute cette partie-là là, qui va être amovible.
Ça va servir à quoi? Eh bien, ça va servir à trimer l'avion. C'est-à-dire que sur le manche de l'avion, vous avez un petit bouton au pouce, un peu comme le bouton du volume d'une voiture, du volume de la radio sur le volant là. Vous savez, vous cliquez en haut ou en bas pour augmenter le volume ou baisser le volume. Bah là, c'est pareil, hein, on pousse ou on tire. Eh bien, quand vous allez trimer l'avion, en fait, vous allez bouger cet empennage horizontal. Ok, vous allez bouger ce plan horizontal fixe, pardon. C'est-à-dire que si l'avion a tendance à voler comme ça, on va tout simplement cabrer vers le bas, donc plutôt mettre à piquer notre plan horizontal fixe ici en entier, hein, c'est toute cette partie-là qui bouge, on va l'amener vers le bas pour venir soulager les efforts sur le manche du pilote. Ok, ça c'est valable sur n'importe quel avion, moi-même sur les petits Cessna d'Aéroclub, je trime mon avion, ok, et bien là c'est pareil. Alors le pilote automatique le fait automatiquement, il le fait tout seul, mais les pilotes peuvent le faire manuellement au manche. Ça voudrait même dire que si vous avez une hôtesse à l'avant de l'avion qui se déplace jusqu'à l'arrière de l'avion avec le chariot de bouffe plein, eh bien au début elle est là et puis au fur et à mesure qu'elle avance, hop, vous voyez l'avion évolue sur son centre de gravité. Donc le trim lui va compenser cette évolution là. Okay, il va trimer tout le temps pour garder l'avion à l'horizontale. Donc le MCAS va s'aider de ce plan horizontal fixe pour faire son taf. Et son taf c'est quoi? Et bien son taf, si vous vous rappelez tout ce que je vous ai parlé en début de vidéo, c'est de sortir l'avion d'une entrée en décrochage. Quand le MCAS va se dire attention, attention, là on va rentrer en décrochage, il faut que je fasse quelque chose, et bien en fait qu'est-ce qui se passe? Ce plan horizontal fixe, il bouge tout simplement, toute cette partie-là en fait bouge grâce à une vis sans fin. Donc c'est une grosse vis qui fait à peu près la taille du bras. C'est une grosse vis sur laquelle est monté un écrou. Ok, je vous la fais simple aussi. Et sur cet écrou, on a connecté nos deux plans horizontal fixes à l'arrière. Ok, ce qui fait que quand la vis bouge, l'écrou va tourner en fait. Enfin, il va pas tourner, il va se déplacer le long de cette vis, étant donné que c'est une vis sans fin. Et donc, soit il va aller vers le bas, soit il va aller vers le haut, ok, pour faire moduler notre plan horizontal fixe. Du coup, qui n'est pas si fixe d'ailleurs. Je dis fixe depuis le début parce que sur mon avion il est fixe, mais il n'est pas fixe. C'est une erreur de ma part d'ailleurs, désolé. Mais tout ça pour dire que du coup, ce MCAS, il va utiliser cette vis sans fin pour faire bouger ce plan horizontal. Donc ça veut dire que quand l'avion va approcher son angle d'attaque critique, rappelez-vous, je vous en ai parlé juste avant de l'atteindre, le MCAS lui va dire attention, on atteint cet angle d'attaque critique. Donc il va actionner cette vis sans fin, ok, qui va ordonner au plan horizontal en fait, donc un petit peu comme si c'était le compensateur qui prenait les commandes, et qui va cabrer vers le haut ce plan horizontal pour faire piquer le nez de l'avion vers le bas. Okay. Et comment ça marche? Ça marche parce qu'il y a une sonde, d'incidence à l'avant de l'avion, sur le nez de l'avion. Enfin, il y en a même deux, voire même une troisième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ça marche comment? Ça marche comme une girouette. Cette sonde d'incidence, elle reste toujours parallèle au vent relatif, comme une girouette. Une girouette, ça reste toujours parallèle au vent. Ok, là, c'est pareil. Une girouette, c'est vertical. Là, celle-ci, elle est horizontale. Mais en gros, si on dit que la sonde d'incidence, c'est ma main, ok. Lui, l'avion évolue, mais la sonde d'incidence reste toujours parallèle au vent. Et regardez, qu'est-ce que ça vous rappelle l'angle qu'on retrouve là? Eh bien, c'est notre angle d'attaque. Ce qui veut dire que quand la sonde voit que l'angle est trop important, ici, là, vous voyez, eh bien, elle va ordonner au MCAS de piquer. Et l'avion va piquer. Va réellement piquer vers le bas. Et c'est ce qui s'est passé avec ces 737 MAX. Le problème, c'est que les pilotes n'étaient pas au courant de l'existence de ce MCAS. Et vous allez me dire comment c'est possible. Et je vous dirais, j'en sais rien et je suis d'accord, je ne comprends pas comment c'est possible. Là est toute l'histoire. Et l'histoire est très intéressante d'ailleurs, peut-être que j'en ferai une autre vidéo du côté plus marketing, etc. Mais pour vous la faire courte, en gros c'était pour éviter de refaire passer des QT, de reformer des pilotes sur le Boeing 737 MAX parce qu'il y avait un nouvel élément et ils auraient dû être reformés sur l'avion à cause de ça. Donc ils ont préféré cacher l'existence complètement de ce système, étant donné que normalement il n'est jamais utilisé, parce que dans un vol normal, dans tous les vols, jamais on s'approche du décrochage. Mais le jour où, il faut qu'il soit là. Et donc, les pilotes auraient dû être informés de ça, mais ils ne l'étaient pas. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu réagir correctement. Parce que quand les sondes sont tombées en défaut, sur nos deux crashs, eh bien, le MCAS s'est mis en route. Et eux, les pilotes, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, vous savez, les gros rouleaux là, qui tournent à côté des manettes des gaz. C'est ça le trim. Et ils l'ont vu dérouler à fond, à piquer. Mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc eux, ils sont battus avec l'avion à essayer de le retenir, à cabrer. Donc ils ont fait piquer, cabrer, et fini quoi. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour déjà. Ça fait une bonne première vidéo.
Mais voilà, ce MCAS, c'est vraiment un système qui permet d'éviter de rentrer en décrochage, et donc c'est l'avion qui reprend la main et en trimant en fait va faire piquer l'avion pour le sortir de cette zone d'inconfort, d'insécurité. Donc voilà ce qui s'est passé avec les Boeing 737 MAX. C'est ma première vidéo sur ce format là, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, normalement ça va. De toute façon mes instructeurs me le rediront. N'hésitez pas à mettre vos sentiments sur cette vidéo en commentaire. Et puis j'attends vos retours avec plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur TikTok, vous savez, sur la page French Aero. On est bientôt 200 000, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Sur mon Instagram, c'est pareil, tout est en lien sous la bio. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à me soutenir, ça me fera super plaisir. C'était French Aero, je vous dis à bientôt. Ciao.